Si on m'avait dit le mois prochain, à Santiago, il y aura des hélicoptères partout, des tanks de partout, des feux partout, des stations de métro brûlées, des bus brûlés, des morts, des privations de liberté. Non, jamais j'aurais pensé. Ça m'a surpris dans ce sens, mais au fond, je me suis dit, il était temps. Enfin, oui, heureusement qu'ils font ça maintenant. Je m'appelle Alexandra Perlin, j'ai 25 ans, j'habite à Santiago depuis 1 an. Je suis arrivée en novembre 2018 avec mon compagnon qui est chilien. Quand j'ai entendu parler du couvre-feu, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire toque de queda. Qu'est-ce que c'est ? Toque de queda, littéralement, ça veut pas dire couvre-feu. Enfin, j'imagine que si on veut traduire couvre-feu, littéralement, on utilise le mot fuego. Alors du coup, toque de queda, ça sonnait très lointain, étranger. On était dans une soirée avec des amis, dans un vieux quartier de Santiago. Déjà, on avait passé une première partie de soirée assez mouvementée. Ça a été très difficile d'arriver à la soirée. On était tous un peu paniqués parce que la journée du vendredi avait été très, très violente. Puis en plus, ça a été très rapide parce que c'était pour moi la première journée très violente, mais bon, très violente parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de mouvements, tout le monde dehors. Et là, au même moment, on autorise les militaires à agir et on instaure un toque de queda. Pour moi, ça a été violent. Ça a été violent et pourquoi, en fait, sur le moment ? Alors que ça vient de commencer, alors qu'on ne sait pas trop jusqu'où les gens dans la rue vont même pouvoir aller, on ne sait pas, on les bloque comme ça direct d'une manière très brusque. Un peuple sort dans la rue pour exprimer son mécontentement et la première réponse qu'il reçoit, c'est la violence pure et dure. Enfin, l'armée, quand on connaît un petit peu l'histoire du Chili, ça fait peur, quoi. C'est extrêmement violent, même si j'utilise beaucoup ce mot, mais c'est le cas. Et après, par la suite, je pense que le gouvernement a essayé un petit peu de retomber sur ses pattes. S'est peut-être rendu compte qu'il avait eu une réaction excessive et prématurée, et donc du coup a essayé de rattraper la situation, sauf que le mal était déjà fait. À la télé, on avait beaucoup d'images de casseurs, de violences, de gens qui mettaient le feu partout, et ça a inspiré la peur, en fait. Les images qu'on voyait à la télé, on se disait, mince, si je sors, je risque de me prendre une balle perdue d'un carabineros, ou alors une lacrymogène dans la figure. Et en fait, moi, les premiers jours, j'ai eu très peur de sortir. Et en fait, le 3e jour, je me suis dit, allez, il faut quand même aller voir ce que c'est. Et quand je suis sortie, tout allait bien. Ma famille et mes proches en France ont complètement paniqué. Pendant une semaine, tous les jours, ma mère me proposait de me payer le billet d'avion pour que nous rentrions les deux en France. Ils ont eu peur parce que, en France, c'est inimaginable ce genre de situation, et le fait de savoir que du coup, on a un proche à l'autre bout du monde qui est dans une ville où il se passe toutes ces manifestations, où il y a l'armée dans la rue, aussi les informations qui étaient retranscrites en France, c'était des informations assez alarmistes et assez violentes, donc je peux comprendre qu'ils aient peur, mais oui, ils ont tous eu beaucoup peur. Moi, je suis restée travailler à la maison pendant une semaine, je n'allais pas me mettre au milieu des manifestations à risque. Donc oui, j'ai participé à des manifestations pacifistes. J'ai pas vu de policiers, j'ai pas vu de carabineros ni de membres de l'armée. Pour les rassurer, je leur ai dit que j'étais quelqu'un de raisonnable et qu'ils pouvaient avoir confiance en moi, en Gabriel, et que de toute façon, les violences qu'on montre à la télé, elles ont eu lieu qu'à certains points de la ville. C'était pas généralisé dans toute la ville. En tout cas, nous, là où on habitait, ce qui nous a vraiment dérangé, c'était l'hélicoptère qui tournait toute la nuit et à la limite, tous les soirs, le rendez-vous des casseroles à la fenêtre qui faisait beaucoup de bruit.
Le rendez-vous des casseroles, moi je l'appelle comme ça, à la française, mais c'est las cacerolas en espagnol. Pendant le toque de queda, tous les soirs, à l'heure de début de toque de queda, donc ça variait en fait d'un jour à l'autre. Au début, on a commencé un toque de queda à 8h, ensuite on est passé à 9h, ensuite 10, et le dernier soir je crois que c'était 11h. Du coup, tous les soirs pendant la semaine de ce couvre-feu, à cette même heure et pendant une demi-heure et même plus, tout le monde se mettait à la fenêtre et avec quelque chose qui faisait du bruit. Alors, ça peut être un saladier en aluminium, ça peut être une poêle, ça peut être une casserole, avec une cuillère en bois, avec une spatule, avec n'importe quoi pour faire du bruit. Cacerola, c'est la casserole. Et on se mettait à taper, du coup, dans ces objets pour montrer qu'on était là, quoi. Que, d'accord, on ne peut pas sortir parce que si tu sors, tu prends le risque de te confronter à l'armée et du coup d'avoir des problèmes. Mais on n'est pas d'accord et on est là et on continue. Et c'est pas parce que tu nous étouffes qu'on va se taire. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ce qui était rigolo, c'était que chacun était chez soi à la fenêtre. On se voyait, on communiquait avec le bruit. C'était une très bonne énergie que j'ai ressentie à ces moments-là. J'étais excitée. Enfin, j'avais le cœur qui palpitait et de voir que tout le monde s'unit comme ça. Et puis même quand j'allais dans les manifestations, tout le monde chantait, tout le monde dansait, on tapait dans nos mains tous en rythme. Il y a une énergie vraiment très particulière dans ces moments-là. C'est pas du bonheur, c'est sûr, mais c'est de la force et de la buena onda plus comme on peut dire en chilien. C'était vraiment très très positif et j'ai pas du tout eu peur dans ces moments-là. Les Français, si on leur dit restez chez vous à 8h, la première réponse qu'ils donneraient, ce serait un gros mot, on va te faire. Moi, je sors et parce que justement, nous, les Français, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, on est dehors et c'est pas la même culture. La police, qu'on a chez nous, elle est violente, mais elle est pas aussi violente et on se laisse pas faire. Non, je crois pas du tout qu'un couvre-feu aurait fonctionné en France. Non, bas le steak, comme on pourrait dire. On est le pays des droits de l'homme. Si on nous viole une liberté, non, on peut même pas imaginer ça, en fait. Violer la liberté d'aller et venir, comme ça, la liberté de mouvement, non. Liberté de penser, liberté de manifester, non, ça fait partie des droits fondamentaux. Donc non, on peut pas... on n'a pas la même histoire. J'admire beaucoup les Chiliens qui sont sortis, enfin tous les Chiliens en fait, qui sont dans la rue, qui d'une manière ou d'une autre se battent aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait 1 an que je suis là et il y a beaucoup de choses qui m'ont choquée au Chili. Toutes les inégalités qui existent. À Santiago, le prix de la vie par rapport au salaire minimum est exorbitant. Et justement, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion pendant cette année, comment ça se fait que personne ne fait rien ? Et en fait, le fait que là, oui, c'est sûr, ce qui a déclenché tout ça, c'est l'augmentation du prix du ticket de métro. C'était la goutte d'eau, en fait. Et j'admire beaucoup les Chiliens parce que basta. Et je les soutiens parce que c'est le seul moyen de se faire entendre et de faire bouger les choses. Après, j'espère que ça va continuer, parce que là, ça s'est calmé un peu. Faudrait pas qu'on oublie les 15 derniers jours qu'on vient de passer. Ce serait vraiment très dommage.